bonjour, on va parler maintenant d'autoconsommation, hein, qui est un sujet évidemment d'actualité, qui est un sujet très discuté, controversé, qui concerne à la fois la maîtrise de l'énergie, la maîtrise des dépenses d'énergie, et aussi la production des énergies renouvelables. Alors qu'est-ce que l'autoconsommation? En réalité, c'est une autoproduction, hein, c'est-à-dire il s'agit de produire pour soi-même. Néanmoins, ça n'est pas de l'autonomie, on reste connecté au réseau. Alors pourquoi les gens s'engagent dans cette histoire? Eh bien, ils veulent bien souvent produire localement, produire moins cher, produire plus propre. Hein, c'est un des objets, évidemment, de tout ça. Une enquête a été faite par l'IFOP début 2014 qui a montré que 72% des personnes interrogées souhaitent consommer leur production plutôt que la vendre au réseau comme ça se fait traditionnellement depuis la mise en place des tarifs d'achat. Donc c'est un mouvement de fond très important. Alors bien sûr là-dessus il y a un certain nombre de contraintes. Hein, bien sûr les productions solaires sont variables, les consommations elles-mêmes sont déjà variables à différentes échelles, horaires, saisonnières, les usages varient hein, entre un logement et un commerce, ce n'est pas la même chose. Donc il y a beaucoup d'éléments à intégrer et à piloter. Le réseau reste évidemment très très présent en tant qu'appoint, en tant que secours, les jours de pluie, les jours de panne qui arrivent. Ça sert aussi, le réseau servira aussi à mutualiser les excédents, c'est-à-dire que tout ce qui sera produit par le solaire et qui ne sera pas utilisé sur place, eh bien, partira sur le réseau. Donc il a un rôle là de mutualisateur. Et puis accessoirement, il a un rôle qu'on lui a donné au fil du temps, qui est un rôle de collecteur de taxes. Donc on le voit très bien ici, pour un même bâtiment, il y a deux moyens d'approvisionnement. Le réseau en rouge, et on voit bien que le réseau, eh bien, c'est un montage compliqué. Hein. Dans les coûts du réseau, eh bien, on a les coûts de production, les coûts de transport, les coûts de distribution, les pertes en ligne, les coûts de comptage, et ces fameuses taxes qui sont appliquées sur chaque kilowattheure qui est effectivement consommé. Le photovoltaïque en face de ça, évidemment, est beaucoup plus simple. Hein. On a juste un investissement, du financement à payer, et puis un peu d'entretien derrière. Hein. Donc c'est ce qui fait son côté, évidemment, très séduisant. Alors les évolutions, évidemment, sont nombreuses. Tout ça se passe dans un contexte un petit peu chahuté. En particulier, le prix de l'électricité réseau augmente de manière très sensible depuis ces dernières années. Hein. Donc en gros, différents rapports, la commission de régulation de l'énergie, il y a une commission du Sénat aussi qui se sont penchés sur le sujet, on a estimé à une augmentation en gros de 5 à 6% par an jusqu'à 2020. Et on sait très bien pourquoi. Hein, il s'agit de renouveler le parc nucléaire, alors le renouveler ou le prolonger. Il s'agit de renforcer la sécurité, il s'agit d'étendre et de renforcer les réseaux. Donc ce sont tout ça des investissements évidemment considérables. Alors si on regarde quelle est la structure du coût de cette énergie qu'on achète au réseau, on s'aperçoit qu'on a une structure effectivement très, très complexe. Pour un simple raccordement de 36 kVA, hein, pour un commerce, pour un petit bâtiment tertiaire, on voit bien qu'on a, et c'est une structure qu'on retrouve de façon assez classique, une partie fixe qu'on appelle abonnement en général, mais qui regroupe aussi de l'acheminement et puis bien sûr un certain nombre de taxes. Donc, mais cette partie fixe finalement est très faible. On voit ici que, en gros, elle est de l'ordre de 2 centimes par kilowattheure. Alors que la partie variable, eh bien, elle est ici de 14 centimes par kilowattheure. Hein, donc beaucoup plus important. Et qui regroupe non seulement, évidemment, l'énergie, mais aussi son acheminement, mais aussi un certain nombre de taxes, la CSPE, bien sûr de la TVA, etc. etc. Hein. Donc, à chaque fois qu'on va consommer sa propre production, eh bien, c'est toute cette partie variable qu'on va économiser. Alors si on regarde ce qui se passe aussi un petit peu à l'extérieur, un peu autour de nous en Europe, eh bien on voit que la situation française est un peu particulière. 14 centimes en moyenne, hein, vous voyez, pour un individu, pour une famille, pour un habitat moyen, 14 centimes le kilowattheure en France, alors qu'il est de 18 en Espagne, mais de 26, 21, 22 pratiquement en Italie et pratiquement 26 en Allemagne. Donc on comprend bien pourquoi cette autoconsommation eh bien, a commencé par se développer en Allemagne et puis ensuite en Italie, et qu'elle nous arrive seulement maintenant chez nous.
Alors il y a des théories évidemment là-dessus, il y a un certain nombre d'éléments, en particulier un mot que vous avez inévitablement entendu, c'est celui de parité réseau. Donc cette parité réseau, elle est très simple, donc beaucoup de définitions ont été données, mais en fait il suffit de s'en tenir à la plus simple. On voit ici deux grandes courbes. Il y a la courbe verte qui est la courbe du prix, de l'évolution du prix du photovoltaïque au cours du temps, hein, depuis 1990 jusqu'à maintenant, et au-delà. Donc on voit bien que ce prix a considérablement baissé et continue à baisser. Et en face, on a les courbes rouges qui montrent la fourchette de prix du réseau, qui lui, bien sûr, augmente. Et il arrive un moment où ces courbes se croisent. C'est la situation actuelle. Les courbes se croisent. Autrement dit, dans la plupart des situations, le coût du kilowattheure photovoltaïque est à peu près identique au coût du kilowattheure réseau. Donc il suffit que le kilowattheure réseau continue à monter un peu et que le photovoltaïque continue à baisser pour qu'il devienne clairement plus intéressant d'utiliser sa propre production photovoltaïque. Donc, comment ça se passe? En fait, voilà, un schéma de base très simple, hein, schématique bien sûr, enfin simplifié, d'une installation en autoconsommation. Donc, on voit toute la partie rouge, c'est l'installation classique de raccordement au réseau d'un habitat, d'un ensemble de bureaux, avec le réseau, le compteur et le tableau de distribution, les différents départs, les flèches rouges en haut, qui sont les départs vers les différentes consommations du bâtiment. Et le générateur solaire, eh bien, il vient s'interposer directement là-dessus, après le compteur EDF. Donc l'idée, c'est que la totalité de la production solaire, donc on appelle ici PTS, cette production part directement sur le câble principal d'amener dans le bâtiment et est consommée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une consommation qui est en service dans le bâtiment, et que le générateur solaire produise à ce moment-là, eh bien, la consommation du générateur va aller directement dans le bâtiment. Et ça n'est que si par hasard on a une production alors qu'il n'y a aucune consommation dans le bâtiment, eh bien, que cette production va devoir s'échapper vers le réseau. Donc c'est ce qu'on appelle l'excédent, et bien sûr, qu'on voit ici, EX, qui doit être minimisé, bien sûr, hein, parce que en l'absence de tarif d'achat, cet excédent est perdu. Pas perdu pour tout le monde, parce qu'il part sur le réseau, il sera forcément consommé par l'un de vos voisins, mais il ne sera pas valorisé financièrement par votre installation. Donc, il y a un certain nombre de ratios qui sont indiqués là, donc le taux d'excédent, le taux de couverture des besoins, le taux d'utilisation de la partie. C'est-à-dire le taux d'utilisation, il est important, c'est la proportion de la production totale solaire qui sera effectivement utilisée sur place. Donc, ce taux-là doit bien sûr être maximal. Un des avantages aussi de ce système, eh bien, c'est qu'on est très libre d'installer les panneaux comme on l'entend. Donc là, on a là quelques exemples. On peut faire des ombrières de parking, on peut poser les panneaux sur une toiture de différentes manières, sur une toiture inclinée, sur une toiture horizontale. On est totalement libre puisque on ne demande pas à profiter de l'obligation d'achat, donc on ne rentre pas dans les contraintes administratives qui s'y rapportent. Néanmoins, évidemment, tout n'est pas rose. On voit très bien ici deux profils. Donc en jaune, vous avez le profil sur une journée de production solaire qui évidemment est centré sur le midi, avec un début de production le matin vers 6-7 heures et puis une fin de production le soir vers 18-19 heures. Et en bleu, bien, vous avez le profil des besoins. Donc on voit une grosse masse bleue, par exemple, sur la gauche, qui correspond aux besoins de chauffage d'eau chaude sanitaire. Donc dans le cas d'un chauffe-eau qui est raccordé sur le tarif de nuit. Et puis on voit une petite pointe autour du repas de midi, et puis on voit bien un maximum de consommation plutôt en fin d'après-midi. Donc en fait, ce qui sera dans ce cas-là, ce qui sera auto-consommé sur place, eh bien c'est l'endroit où les deux courbes sont superposées. Mais toute la partie jaune que vous voyez, eh bien c'est bien parce qu'il n'y a pas de besoin au même moment. Et donc cette partie jaune, c'est l'excédent. Dans le cas particulier qui est là, cette énergie est perdue. Et on voit bien que si on regarde les différents chiffres, pour une production totale de plus de 8 kWh, eh bien,
la production utile n'est que de 3,4. Autrement dit, l'excédent, 5,2. C'est plus que la moitié de votre production qui est perdue sur le réseau. Donc, évidemment, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Alors, il y a d'autres profils, évidemment, un peu plus favorables. Si on prend, par exemple, des bureaux, la courbe rouge qu'on voit là, c'est typiquement des bureaux ou des commerces de jour qui ouvrent à 7 heures du matin ou 8 heures du matin et qui ferment à 19 heures le soir, avec des pics de consommation qui, eux, sont beaucoup plus en phase avec la production solaire. Et si on prend un autre profil encore, qui est un cumul en réalité, à l'échelle d'un village ou à l'échelle d'un quartier, où là on va cumuler la partie résidentielle, la partie tertiaire, la partie activité commerciale ou autre, eh bien là on voit que bien sûr on a des consommations très importantes pendant la journée, même si on trouve un pic le soir après 20 heures. Donc dans ces cas-là, on voit très bien que dans le cas du tertiaire ou dans le cas du quartier ou du village, eh bien il sera beaucoup plus simple de superposer une courbe de production solaire avec ces besoins-là. Alors comment on va procéder ? Eh bien, il y a évidemment une démarche que Texol propose. On n'est pas obligé de recourir immédiatement à des batteries. On a d'abord un certain nombre d'actions à faire bien avant d'arriver à l'utilisation de batteries. Donc la première chose à faire, c'est d'informer l'utilisateur. Déjà, par son propre comportement, par son simple comportement et éventuellement modification de comportement, il peut déjà modifier légèrement son profil de consommation. Ensuite, on va retrouver les démarches typiquement connues sous le nom de négawatt. Sobriété, efficacité, production. C'est-à-dire qu'on va enchaîner ces trois actions-là. La sobriété, c'est quoi ? Eh bien, c'est réduire les gaspillages. C'est éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce, etc. C'est fermer les fenêtres lorsque le chauffage fonctionne. Donc, tout ça nécessite un minimum d'efforts, mais sans quasiment aucun investissement. On va commencer à intégrer des investissements lorsqu'on commence à parler d'efficacité. Alors, efficacité, là, bien sûr, il s'agit de remplacer, par exemple, un vieux réfrigérateur par un nouveau frigo A++, de haut de gamme ou de haute isolation, si vous voulez. On va remplacer les lampes, etc. C'est ça l'efficacité, mais ça nécessite déjà, évidemment, un minimum d'investissement. Et c'est seulement une fois qu'on aura fait ça qu'on va implanter notre production locale, du photovoltaïque en autoconsommation. Mais, malgré toutes les modifications qu'on a pu faire sur notre profil de charge, il est fort probable qu'il reste encore des pertes, de l'excédent. Donc, on va commencer à gérer nos affaires, c'est-à-dire à la fois la production et la consommation. Et la gestion, eh bien, c'est tout un ensemble de choses. On peut travailler sur des effacements, par exemple, c'est-à-dire éviter que ne démarrent en même temps le chauffage électrique, le frigo et le lave-linge. Donc ça, c'est du pilotage, c'est du contrôle sur les consommations. Si, à l'issue de tous ces efforts, il reste encore de la production excédentaire, eh bien on peut très simplement l'évacuer pour produire de l'eau chaude. Il n'y a pas de tabou sur cette histoire. 1 kWh est 1 kWh. Il peut être utilisé de différentes manières dans la mesure où il répond à des besoins. Si l'installation a été correctement dimensionnée et si les pilotages sont bien conduits, ces excédents pour produire de l'eau chaude resteront faibles. Si par hasard ces excédents sont importants, rien n'empêche de les utiliser pour alimenter une pompe à chaleur. Et à ce moment-là, augmenter l'efficacité de ces kilowattheures-là pour produire, encore une fois, de l'eau chaude ou, pourquoi pas, chauffer des locaux à un moment où on en a besoin. Une autre utilisation, alors qui peut venir peut-être en meilleure valorisation par rapport à cette utilisation purement thermique, c'est la mobilité, c'est-à-dire recharger des véhicules, que ce soit un vélo, un scooter ou un 4 roues, une voiture. Et là, quitte à charger des batteries, autant que ce soit les batteries d'un véhicule. Parce que pour le coup, on ne peut pas faire autrement. Ces véhicules ne peuvent fonctionner qu'avec des batteries qu'on va recharger au préalable. Donc, si on doit recharger des batteries, eh bien, on va commencer par celles-là. Les batteries de mobilité. Et donc, ce qui veut dire quoi ? Que on aura valorisé notre énergie de manière bien plus astucieuse qu'avec des batteries fixes. Alors, si par hasard,
il nous reste encore de l'énergie à l'issue de toutes ces manœuvres, eh bien sûr, le stockage électrique arrive à ce moment-là, hein, qui est toujours préférable à une perte. Mais vous avez vu que jusque-là, on reste à l'échelle du bâtiment. C'est-à-dire, on ne sort pas du bâtiment. Et vous voyez sur le diagramme ici, sur la gauche, vous voyez qu'on passe du bâtiment à l'échelle du quartier. Et même au-delà, on peut passer à l'échelle de la région. Et donc, vous avez l'étape numéro 10, c'est-à-dire une fois qu'on a fait tout ce qu'on vient de voir à l'échelle du bâtiment, eh bien, on rentre dans ce qu'on va appeler la mutualisation. C'est-à-dire, vous avez encore de l'énergie excédentaire après avoir fait tout ça. Cette énergie part sur le réseau. Eh bien, il va falloir la gérer, la mutualiser, parce que vous aurez des voisins qui auront un peu les mêmes difficultés, et il faudra valoriser cette énergie, soit en la délivrant à un consommateur particulier qui a des besoins adaptés, soit éventuellement en revendant ça à un opérateur alternatif, des gens comme Enercop ou autres, hein, qui seront intéressés par cette énergie, parce que ne l'oublions pas, c'est encore une énergie renouvelable, donc 100% propre. Et au-delà, si par hasard il reste encore de l'énergie disponible, eh bien rien n'empêche de songer à des stockages électriques, mais cette fois de forte puissance. Hein. Là, on peut très bien utiliser les stations de transfert d'énergie par pompage, hein, les fameuses stations dans lesquelles on turbine de l'eau en descente et on repompe de l'eau en montée, ce qui permet de stocker de l'énergie excédentaire et de la réutiliser lorsqu'on en a besoin, et d'ailleurs avec un excellent rendement. Donc vous voyez qu'il y a là derrière toute une logique, toute une démarche, et qu'il est très important de mettre un peu d'ordre, un petit peu de cohérence dans l'approche, hein, et ne pas recourir immédiatement au stockage électrique local, alors que des tas d'autres mesures bien plus efficaces et moins chères, pour l'instant, sont préférables. Hein. Alors, par exemple, pour montrer à peu près ce qu'on peut faire, eh bien, vous avez ici un diagramme qui indique comment se répartissent les consommations dans une résidence, un appartement typique. Et on a là la distribution entre les différents postes, hein, le froid, l'audiovisuel, le lavage, etc. Et si on regarde le froid, par exemple, qui est pilotable, le lavage qui est pilotable, et d'autres applications comme l'eau chaude sanitaire qui sont aussi pilotables. Alors pilotable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut décaler une mise en service. Hein. L'audiovisuel, quand quelqu'un a besoin d'audiovisuel, quand quelqu'un a besoin d'éclairage, il n'est pas question de lui dire vous revenez dans un quart d'heure. Alors qu'un frigo qu'on arrête dans un quart d'heure et qu'on redémarre un quart d'heure plus tard, personne ne s'en aperçoit et en termes de confort, il n'y a aucune réduction. Et donc quand on somme un peu toutes ces puissances-là, on s'aperçoit qu'environ 45% de l'utilisation d'un appartement est pilotable. Donc ça donne effectivement des marges de manœuvre très, très importantes. Alors on voit ici, on retrouve notre profil de tout à l'heure, lorsqu'on attaque les trois premières mesures, hein, qu'on a vu, l'information de l'utilisateur, pour essayer de lui montrer les éventuels gaspillages qu'il pourrait faire, ensuite de la sobriété, c'est-à-dire la même approche mais un peu plus systématisée, puis ensuite l'efficacité. Et on voit que on va réduire légèrement nos pointes, on va économiser un petit peu, mais avec des impacts malgré tout modestes. Ensuite, après avoir fait tout ça, on peut passer aux autres étapes. Et on voit ici les dernières étapes, donc la thermique, l'utilisation thermique, avec pompe à chaleur ou pas, l'utilisation en mobilité, éventuellement même le stockage local. Et là, on voit qu'on va pouvoir agir considérablement sur la forme des profils. Alors on a ici un exemple hein, de ce que ça donne sur des bureaux. Hein, des bureaux installés à Montpellier. Alors il y a deux exemples, hein, simplement ici. On voit en bleu le profil des besoins. Hein, le dernier jour sur la droite, c'est le samedi matin. On a un peu de consommation le samedi matin. Et le dimanche qu'on ne voit pas là, qui est encore plus réduit. Et en rouge, eh bien, c'est la courbe de production solaire. Donc, avec une installation de petite taille, on a là 6 kW, eh bien, on voit que il n'y a aucun souci pour consommer la totalité de la production. Nos profils sont bien en phase, il n'y a pas de décalage matin-soir, on est bien en phase, et la production solaire est nettement inférieure à la consommation, donc tout est consommé sur place. Et on voit en violet
eh bien, évidemment, ce que le réseau va devoir apporter en complément. Alors si maintenant, sur le même bâtiment, on installe non plus 6 kW, mais 20 kW, une installation beaucoup plus importante, eh bien on voit bien que la production, toujours la courbe rouge, est beaucoup, dépasse, certains jours, dépasse le besoin. Et donc, on voit ici les courbes rouges qui dépassent parfois. On voit bien la courbe violette, appel au réseau, qui est évidemment beaucoup plus faible, mais néanmoins, on voit apparaître des surplus, les courbes vertes qui sont les excédents. La partie verte, on voit très bien, c'est ce qui se rapporte au dépassement, hein, et qui sera donc réinjecté sur le réseau et perdu. Donc on voit ici, le taux d'utilisation, dans ce cas-là, avec une installation de 20 kW, descend à 67% au lieu des 100% qu'on avait tout à l'heure. Donc on voit bien que non seulement le pilotage, mais aussi le dimensionnement de l'installation est absolument essentiel. Alors on a un certain nombre de techniques, hein, pour arriver à ça. On voit ici, par exemple, une fonction de maximisation du productible utile. Donc c'est un exemple, je ne détaille pas ici, mais si les aspects, les contraintes économiques font que il faut que on se fixe un seuil de 1100 heures de production minimale annuelle, hein, donc ça veut dire 1100 kWh par kilowatt crête installé, eh bien, grâce au diagramme qui est ici, on voit bien l'horizontale rouge, 1100 heures, qui vient sur la courbe verte. Au moment du croisement, on descend et on trouve la puissance maximale à installer dans ce cas-là. Donc, dans ce cas particulier, on voit bien que si on veut une production d'au moins 1100 heures utiles, il ne faut pas dépasser la puissance de 15 kW crête d'installation photovoltaïque. Et en complément, vous avez la courbe bleue et la courbe rouge qui vous donnent le taux de couverture et le taux d'utilisation. On a aussi un autre outil qui est une fonction de minimisation des dépenses totales annuelles, hein. Donc c'est encore une autre façon d'approcher, mais on le voit ici, quand on compare en fonction de la puissance crête le coût des dépenses totales annuelles. Alors on voit les deux droites horizontales qui sont deux types d'abonnements au réseau. Donc bien sûr, c'est une constante, puisqu'elles correspondent à 0 kW crête et elles ne dépendent pas de l'installation, puisque c'est du réseau 100%. Par contre, les deux courbes qu'on a en dessous, la verte et la mauve, elles correspondent au coût global en fonction de la puissance qu'on a installée. Donc au tout départ, sur la gauche, et bien sûr, on a une installation très faible de l'ordre de 1 kW, et à ce moment-là, l'économie qu'on réalise par rapport au réseau est très faible, mais on voit bien que cette économie augmente, et surprise, c'est que si on continue à augmenter la puissance installée, eh bien, la dépense remonte. Pourquoi la dépense remonte? Parce que l'investissement, évidemment, lui, ne cesse d'augmenter, et l'énergie supplémentaire n'est pas valorisée parce que cette énergie-là est perdue en tant qu'excédent réinjecté au réseau. Et donc, grâce à cette fonction, eh bien, on arrive là aussi à trouver un optimum, hein. On voit que dans ce cas-là, on est à un optimum autour de 15 kW, là aussi, qui correspond à l'économie maximale qu'on va pouvoir générer par rapport à une situation donnée. On a là aussi une autre fonction de minimisation, mais cette fois avec un cas batterie. Donc on a un diagramme ici à trois entrées, hein. Vous avez la puissance installée photovoltaïque sur la droite, la capacité batterie tout en bas, et le coût du kilowattheure global sur 20 ans. Et ça nous donne une surface cette fois. Et on trouve le creux de la surface qui donne le coût du kilowattheure minimal et qui nous indique donc la combinaison capacité batterie, puissance installée photovoltaïque optimale. Donc on voit ici que l'optimum est aux alentours de 20 kW d'installation photovoltaïque pour une capacité batterie de l'ordre de 50 kWh. Alors derrière tout ça, eh bien, on fait des diagrammes, des bilans économiques évidemment. Donc on voit ici très clairement, hein, en jaune, c'est la production PV totale, la production photovoltaïque en kilowattheure par an, donc qui baisse puisqu'on tient compte de la dégradation lente mais réelle de la capacité des performances des panneaux. On a en bleu
la courbe bleue qui, elle, augmente régulièrement. Donc on fait des hypothèses en général conservatrices de l'ordre de 2 à 3% d'augmentation par an, hein, à comparer avec les 5 ou 6% dont on parlait tout à l'heure. Et à côté de ça, eh bien, on a en rouge le coût total du solaire. Donc calculé évidemment avec le financement inclus. Donc ici, il s'agit d'un cas de figure avec un emprunt sur 8 ans, donc un emprunt très court. Et on voit qu'évidemment, pendant les 8 premières années, eh bien, le coût du solaire est supérieur au coût du réseau. Donc, ces années-là sont déficitaires, et ce qui donne l'escalier descendant qui se trouve en dessous, qui indique, lui, le cumul. À partir de la 8e année, l'emprunt s'arrête, et très clairement, le coût total solaire devient nettement inférieur au coût du réseau. Et dans ce cas-là, évidemment, le bilan redevient positif chaque année. On comble le déficit qui avait été accumulé, et à partir de la 14e, 15e année, on devient purement bénéficiaire, et toute la partie verte qui est sur la droite, eh bien, c'est le bénéfice accumulé au fil des années. Mais on voit qu'on peut jouer avec, évidemment, tous les paramètres qui sont là. Si maintenant, on prend un emprunt, non pas sur 8 ans, mais sur 15 ans, eh bien, on voit que, cette fois, on n'a pas l'écart qu'on avait tout à l'heure dès la première année. C'est-à-dire qu'en gros, le coût solaire, il est pratiquement équivalent au coût du réseau, hein, très légèrement supérieur. On voit bien qu'il y a un petit déficit qui se creuse, mais nettement inférieur. Et l'emprunt, là encore, s'arrête au bout de 15 ans, et dès la 16e année, on est clairement bénéficiaire. Néanmoins, alors, la 16e année bénéficiaire pour avoir récupérer tout le déficit qui avait été accumulé, mais si on raisonne simplement année par année, on voit que dès la 5e année, eh bien, le coût annuel est inférieur au coût du réseau. Donc ces choix, évidemment, se font en fonction des contraintes propres de chaque maître d'ouvrage. Enfin, il y a un cadre légal, hein, alors évidemment qui est restreint, mais qui rend tout cela tout à fait possible. Alors dans le cas de l'autoconsommation directe, c'est-à-dire les panneaux sur le toit du bâtiment pour une autoconsommation à l'intérieur, alors, il n'y a aucune difficulté à ça. Il y a même des possibilités de revente à des tiers, mais là, bien sûr, c'est tout de suite plus compliqué, puisqu'il s'agit de créer une ligne dédiée d'un bâtiment à l'autre. Il s'agit de ce qu'on appelle un réseau fermé, et qui pose quand même des contraintes administratives très très fortes. Il est aussi possible de revendre, alors à partir du moment où on reste dans le même bâtiment, il est possible de revendre aux locataires, hein, c'est-à-dire une installation sur le toit du bâtiment qui vient alimenter chaque appartement. On peut faire des productions même un petit peu à l'extérieur pour alimenter un bâtiment, c'est ce qu'on appelle la production hors site. Alors tout ça est évidemment simple, pourvu que l'on reste à l'intérieur d'une même parcelle, c'est-à-dire que les câbles qui alimentent le bâtiment ne traversent pas le domaine public, hein. C'est ce critère-là qui est évidemment est extrêmement limitant. Donc il existe même une possibilité de service à l'industrie par tiers investisseur, par exemple. Donc on le voit ici sur le schéma en bas à droite. Un investisseur peut venir positionner un générateur photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment industriel et vendre l'électricité à l'industriel en question. Tout ça se fait aujourd'hui relativement bien. Bien sûr, les contraintes économiques demeurent. Hein. Donc chaque cas est particulier, chaque cas doit être étudié de façon très très précise. Et on a vu qu'il y a pas mal d'éléments à considérer, les deux principaux étant bien sûr la ressource solaire du lieu, ça c'est évidemment l'élément plus important, et de l'autre, d'avoir le maximum d'informations sur le profil des besoins. Et donc à différentes échelles. Les besoins au cours d'une journée, les besoins au cours de la semaine, les besoins au cours de l'année. Et il faudra absolument, comme on l'a vu, se débrouiller pour faire correspondre la partie photovoltaïque avec ses besoins. Donc, il ne faut pas penser que cette évolution-là n'est qu'une évolution technologique. Hein. Il s'agit d'une évolution beaucoup plus profonde que ça. D'ailleurs, on voit bien quand même un certain nombre de réactions plus ou moins sympathiques envers cette idée d'autoconsommation. C'est vrai qu'on change d'échelle. Le simple fait de remplacer des lampes basse consommation dans un appartement entraîne un certain nombre d'économies et donc, d'une certaine façon, un manque à gagner pour les distributeurs d'électricité et les percepteurs de taxes. Mais là,
l'autoconsommation photovoltaïque, on change d'échelle. Ce n'est pas 3%, ce n'est pas 10% d'économie que vous allez faire, mais 60, 70% ou 40%, évidemment selon les cas, mais on voit bien qu'il s'agit d'éléments de quantité beaucoup plus importante. Donc, ce n'est pas une évolution purement technologique. On voit bien que la digitalisation de la société, la multiplication des équipements numériques, évidemment, est considérable, considérable. Ce mouvement est en route et n'est pas arrêté. On est en train de décentraliser grand nombre de choses et l'énergie n'y échappera pas. Donc ça rentre aussi dans ce schéma-là de décentralisation des productions. Et bien sûr, derrière, avec les capacités informatiques qui viennent s'implanter sur le réseau ne pourra plus continuer à fonctionner de haut en bas, c'est-à-dire depuis la centrale jusqu'à l'utilisateur final, mais aujourd'hui, le réseau devient bidirectionnel, donc l'énergie circule dans un sens, les informations dans l'autre, et évidemment, les énergies de production locale, elles aussi, vont circuler dans l'autre sens. Donc, on va parler de plus en plus, davantage, de services et d'échanges mutuels, plutôt que de simple distribution, comme ça a eu lieu jusqu'à présent. Donc voilà, ça a été rapide, mais j'espère vous avoir expliqué le plus précisément possible les tenants et les aboutissants. Et donc, lors de vos prochains projets, eh bien évidemment, n'hésitez surtout pas à penser